aujourd'hui, comme vous le savez, on va parler surtout du pair programming et rapidement, hein, juste pour ceux qui me connaissent pas ou qui connaissent pas Promise. Donc Promise, nous, on est une startup qui va bientôt fêter ses 5 ans d'existence et pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'on fait, nous on est essentiellement on est une entreprise qui développe une solution qui s'appelle Promise, hein, qui est une solution collaborative dédiée à la définition et la diffusion des bonnes pratiques de développement en équipe. Donc on est un outil collaboratif que les équipes de développement vont utiliser au quotidien pour partager leur bonne manière d'écrire du code et se construire comme ça au fil du temps un référentiel qui pourra être partagé ensuite à d'autres équipes, quoi. Donc c'est vraiment construire une base de connaissances et on en parlera un petit peu à la fin, vous le verrez. Donc c'est vraiment un outil à part dans lequel il y a tout un écosystème de plugins, notamment des plugins IDE. Je vous montrerai rapidement un petit cas d'usage à la fin et en quoi ça peut être pertinent dans le contexte du pair programming. Donc moi, je suis donc Cédric Téton et un des 3 cofondateurs de Promise et j'en suis également le dirigeant. Donc voilà, c'est parti. Allons-y. Je regarde juste un petit œil, 188. Bah, c'est très bien, ça me paraît être un bon nombre pour démarrer. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, donc on va parler de pair programming et de mob programming. Donc voilà, pour rappel, hein, l'objectif, hein, de cette présentation, ça va surtout être de présenter ce qu'on sait aujourd'hui des avantages de cette méthodologie-là. Ça va pas tant être de donner des billes sur comment la mettre en œuvre, il y a déjà pas mal de contenu sur ça. Le travail qu'on a fait aujourd'hui, c'est essentiellement recenser dans l'état de l'art scientifique, notamment toutes les études qui ont été menées à ce sujet, pour vous présenter un peu la vision qu'on a à date de la mise en œuvre de ces méthodologies dans l'industrie essentiellement. Donc le pair programming, hein, pour rappel, c'est une méthodologie de développement qui consiste à programmer à deux, donc quelque part en binôme. C'est une méthodologie qui a été popularisée avec l'extreme programming, hein, donc communément appelé XP, hein, donc qui est une méthode de développement agile qui a été proposée en 1999, je crois, par Ken Beck. Donc voilà, qui met l'accent en fait sur tout un ensemble de bonnes pratiques. Il y en a 12 ou 13 de mémoire. Et une de ces pratiques justement consiste à programmer au moins à deux. Donc ça, c'est le pair programming, hein, donc l'idée du schéma est simple, hein, on a souvent un rôle qui s'appelle le driver, qui est la personne qui tient le clavier, et en face, on va avoir un navigateur, hein, donc on travaille ensemble voilà, sur le même poste, qui lui a plus vocation à faire de la relecture en temps réel et à réfléchir, à prendre un peu de recul sur ce que le driver est en train d'écrire. L'idée, donc, c'est d'avoir après des rotations régulières sur le clavier. Et donc, voilà, c'est tout l'intérêt c'est tout le principe de développer à deux, et on verra un peu plus tard donc dans cette présentation pourquoi c'est intéressant et qu'est-ce que ça peut nous apporter, quoi. Là, je parle un peu du schéma générique, il y en a d'autres, hein. Il y a notamment le Strong Style Pair Programming qui est assez intéressant, qui est basé sur l'idée que, en fait, de cette citation-là qui revient souvent, finalement, pour qu'une idée vienne de votre tête, enfin aille de votre tête jusqu'à la machine, il faut que ça passe par les mains de quelqu'un d'autre. Donc là, on est dans un schéma où finalement le navigateur indique au driver qu'est-ce qu'il faut écrire. Et c'est assez intéressant parce qu'en fait, ça amène une réflexion aussi. Ça force la personne à vraiment verbaliser ce qu'elle a en tête et ça permet de se rendre compte est-ce qu'elle a vraiment trouvé une bonne solution. Il y en a d'autres, il y a le ping-pong pair programming qui est basé sur le test driven development. Donc successivement, on vient écrire des tests en amont, on vient écrire l'implémentation, etc. En fait, donc sur le principe du TDD, hein, sur l'approche red, green, red, etc. Voilà, c'est un peu le même principe. Voilà, donc c'est les méthodes qu'on retrouve le plus, on va dire ces deux formats de base et le ping-pong pair programming. Et donc le mob programming qui est une extension du pair programming, alors qui commence un peu à prendre de l'essor. Les prémices de cette méthode-là, on les remonte un peu au courant des années 2000, même si c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de rapports, d'études qui ont été faites à ce sujet-là, à cette époque-là. On a plus eu des premiers éléments à partir de, je dirais, du milieu des années 2010, notamment en 2014.
2014, on a un premier rapport, une première étude, voilà, qui présente un peu les résultats de cette méthodologie. Et c'est quelque chose qui se met, en tout cas de notre point de vue, de plus en plus en place, qui est de plus en plus publicité, quoi. Donc là, l'idée, forcément, soit on est toute l'équipe, soit on est une partie de l'équipe, hein, ça va dépendre de la taille d'équipe. Voilà, si on est des fois dans des contextes où il y a 15-20 développeurs, bon, soit on met tout le monde, soit on met 5-6 développeurs, mais bon, l'idée, c'est d'être plusieurs derrière le clavier. Donc on a toujours une personne qui écrit en général avec d'autres personnes qui relisent. Il y a différents formats qui existent, hein. Voilà, encore une fois, si vous documentez un petit peu rapidement sur Internet, vous verrez beaucoup de retours d'expérience justement sur comment ça s'est mis en œuvre, quelles ont été les techniques, etc., quoi. Et là, comme je vous l'ai dit, là, aujourd'hui, sur ce webinaire, on va surtout voir qu'est-ce qu'on sait du pair du même programming en termes d'avantages, en termes de gains aussi pour les entreprises. C'est une pratique, vous allez le voir, qui fait souvent, qui fait encore débat. Il y a beaucoup de gens qui ont des idées reçues justement sur le pair programming, hein, voilà, vous imaginez bien un peu quelqu'un qui n'est pas forcément initié se dire c'est pas intéressant, c'est pas rentable, etc. En fait, il faut aller au-delà quand même de la réflexion et prendre un petit peu de recul et se rendre compte de tous les bénéfices que ça peut avoir de travailler à plusieurs sur une même base de code en même temps, quoi. Donc le premier gain, la première typologie de gain, donc on les a catégorisés ici, en fait on va parler de ces thématiques. La première thématique, c'est au niveau de la qualité de code. Voilà. Alors, là, c'est un sujet pas forcément évident, puisque la qualité, c'est souvent quelque chose d'assez subjectif. On aime souvent dire que la qualité d'un code, finalement, un code de bonne qualité, c'est quand même un code qui est simple, qui est clair, qui est lisible, qui va être facile à maintenir, qui n'a pas trop d'over-engineering. Voilà. Donc ça, et puis surtout qui est une bonne architecture derrière, un design assez intéressant. Donc même si ça reste subjectif, voilà, on sait quand même à peu près visualiser ce que c'est, quoi. Alors pourquoi travailler à plusieurs sur du code, ça nous amène un impact positif sur la qualité de code? Déjà, on est à deux, on est plusieurs, et donc on a quelqu'un qui crée du code et on a d'autres personnes qui sont en train de relire le code en temps réel, quoi. Donc ça veut dire que finalement, on a quand même quelque part une inspection, une relecture en live. Je dirais qu'il n'y a pas mieux quand même pour diminuer la boucle de feedback sur le code. Donc voilà, ça permet quand même d'avoir un regard extérieur en direct, ce qui peut forcément permettre de détecter, d'identifier des potentiels problèmes au plus tôt. Je dirais même beaucoup plus tôt que lorsqu'on fait des revues de code traditionnelles, des fois au bout de quelques jours, ou voilà, qui peuvent prendre un peu de temps. Là, je dirais qu'en live, on est quand même plusieurs et on est capable d'augmenter nos chances de détecter des problèmes potentiels. Quand on est plusieurs aussi en amont, il y a quand même cette phase où on réfléchit, je pense, davantage. C'est logique, on est deux, trois, il faut qu'on parte sur un algo. Quand on est tout seul, on réfléchit un peu à comment on va aborder le problème. On se fait déjà soit une conception papier, soit on réfléchit dans notre tête à comment est-ce qu'on va trouver des solutions à ce problème-là. Et le principe du pair programming, du map programming, c'est qu'on est plusieurs, donc il y a une communication verbale, donc il y a des échanges qui vont être plus poussés, une réflexion qui va être alimentée par ce que pensent les autres. Et donc ça va forcément, généralement, avoir un impact positif sur le résultat derrière, quoi. Même si on ne sait pas forcément quel résultat on aurait eu tout seul, mais bon, on peut quand même logiquement penser qu'à plusieurs, ça peut permettre d'améliorer quand même ce qui va être produit à l'arrivée, quoi. Et c'est justement, ça c'est donc une première étude. Alors sur un des slides à la fin, il y a toutes les références. On a étudié environ entre 16 et 20 papiers de recherche entre 2000 et 2020. Voilà, si vous souhaitez creuser davantage le sujet, je vous mettrai toutes les références. Là, je vous cite donc une étude là sur le mob programming qui est assez récente. Et effectivement, ce qu'on se rend compte en termes de qualité, enfin, ça confirme. Cette citation confirme souvent qu'il y a davantage d'interactions en amont de la résolution du problème, ce qui peut amener derrière, ce qui va certainement amener derrière moins de problématiques, moins d'erreurs, moins de rework, parce qu'on aura quelque part travaillé davantage, réfléchi davantage sur le design, quoi. Réfléchir à plusieurs, ça évite aussi le risque d'over-engineering, quoi. Ce qui peut arriver parfois quand on est tout seul, qu'on travaille sur un problème complexe, qu'on ne sait pas exactement où on va. On part des fois dans des directions, on n'est pas tout à fait sûr, on revient, on recommence, on revient, on casse, on refait. Voilà.
Bon, des fois ça arrive, hein, vous me direz, il y a des moyens d'éviter ça, mais bon, voilà, ça arrive quand même. Le fait d'être à plusieurs, ça permet d'éviter quand même de se bloquer, vraiment d'être bloqué face à la situation, parce qu'on a des gens, on est plusieurs, même si on est que deux, on est quand même plusieurs à être concentrés sur un problème, et il y a plus de chances pour qu'on trouve des pistes de résolution à des problèmes, quoi. Et ça diminue forcément l'over-engineering aussi, parce que si quelqu'un va un peu trop loin, généralement, il y a bien quelqu'un dans le groupe qui va se rendre compte que ça part peut-être un petit peu dans tous les sens. Donc ça permet aussi de garantir voilà, un certain coût, enfin une certaine minimalité du code produit à l'arrivée. Et ça diminue aussi ces effets à ce qu'on appelle les sunk costs, hein, donc qui sont en fait une métaphore de, en fait, dans un projet ou dans tout type de projet, pas forcément logiciel. Des fois, on investit du temps, on investit de l'effort, on investit de l'argent sur des sujets, notamment dans le logiciel, ça peut être sur de la R&D. Voilà, on a envie de travailler sur une fonctionnalité. Finalement, ça n'a pas marché, on n'y arrive pas. Et donc en fait, ces sunk costs, ça fait référence un peu à tous les coûts qui ont déjà été investis et trop tard, en fait, ils sont perdus. En quelque part, on pourra pas les rattraper, quoi. Mais on a déjà investi. Et parfois, dans le développement logiciel, ça peut arriver que on a investi 2 semaines, 3 semaines sur un problème, on n'a toujours pas trouvé de solution. Et on a quand même envie de continuer parce qu'on s'est dit, quand même, j'y ai passé du temps, ce serait dommage de pas avoir quelque chose à l'arrivée. Et donc on continue un peu de creuser, quoi. Et donc ça, c'est un effet cognitif intéressant. Et le fait d'être plusieurs, c'est aussi se ramener des fois à la raison et de se dire, attention, voilà, t'es pas en train de travailler seul sur un problème, c'est pas grave si tu n'y arrives pas. Il faut savoir admettre que maintenant c'est trop tard. C'est fait, on n'y arrivera pas, on ne trouvera pas de solution, passons à autre chose, quoi. Et ça peut arriver des fois qu'on trouve des développeurs qui ont des comportements à vouloir vraiment trouver absolument le problème et qui font qu'en fait que rajouter des coûts supplémentaires, quoi. Comme je disais, mesurer la qualité d'un code, c'est un peu compliqué. Donc ça, l'état de l'art aujourd'hui, on n'a pas vraiment d'études qui démontrent formellement qu'on a des gains en qualité de code. C'est beaucoup de perceptions de la part des équipes. Il y a pas mal d'études qui mettent en avant voilà, le nombre euh, de bugs recensés, ce genre de choses, mais en termes de qualité de code, c'est difficilement démontrable. Il y a des approches qui ont utilisé des outils d'analyse de code qui détectent des défauts, hein, donc type linter, ce genre de choses. Bon, ça peut fonctionner, mais bon, voilà, enfin, ça peut fonctionner même pas. C'est une première brique, quoi, mais on peut pas vraiment mesurer le code uniquement avec ça. Donc c'est beaucoup de perception. Donc effectivement, voilà, mesurer la qualité d'un code. Bon, ça c'est, on rappelle souvent, voilà, que souvent la qualité d'un code se mesure au nombre de what the fuck par minute que font les personnes qui relisent le code. Mais voilà, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de démonstration purement scientifique. Il y a même des études qui ont tenté des approches. Alors je l'ai noté, c'est pas pour bâcher, mais je trouvais ça marrant. C'était le ratio de commentaires en disant voilà, on va comparer le nombre de commentaires écrits par les pairs, donc par les personnes qui développent à deux et par les personnes qui développent seules, quoi. Alors c'était un peu dans l'esprit, plus il y a de commentaires, plus le code est clean, quoi. Alors ça pourrait être intéressant de le prendre à l'envers, moins il y a de commentaires, plus en théorie le code est propre et compréhensible, quoi. Donc voilà, donc ça c'est le premier point, c'est se dire qu'on a quand même plus de chances à plusieurs de trouver très tôt un design et une qualité de code qui soit plutôt satisfaisante, quoi. Deuxième point, la productivité. Alors ça, alors, je l'ai mis volontairement, même si c'est un terme assez dangereux dans le développement logiciel, parce que souvent la productivité, quand on développe, ça dépend de la perception de la personne et de sa position dans le projet, quoi. Je pense que la notion de productivité pour une personne qui développe, éventuellement un chef de projet, un client, etc., c'est pas la même vision des choses. C'est là que le pair programming en fait fait souvent débat, c'est de se dire mais en fait voilà, on va diviser notre productivité par deux parce que vous êtes deux personnes à faire une tâche alors qu'on pourrait très bien paralléliser. Et souvent, donc ça, les gens qui ont cette vision-là, c'est souvent des gens un peu dans une vision managériale, justement, qui sont habitués à, j'aime bien cette image, à passer beaucoup de temps sur des réunions qui ne sont pas toujours très productives d'ailleurs. Mais c'est un autre sujet. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? En fait, les différentes études qui ont traité ce sujet de la productivité, en fait, ont souvent regardé le temps de complétion des tâches, quoi. Donc, les différentes études qu'il y a eu, donc là, j'ai cité deux exemples, notamment celle
celle qui est la plus ancienne, ou en tout cas celle qu'on a dans notre sélection qui est la plus ancienne, remonte aux années, enfin, à l'an 2000, notamment menée par Alistair Cockburn. En fait, souvent les études regardent soit des contextes industriels, ou soit pas mal aussi des groupes d'étudiants qui découvrent un peu le pair programming. Et à chaque fois, donc, on essaie de regarder un peu, voilà, qu'est-ce qui varie. Et donc, le temps de complétion des tâches est un sujet qui revient souvent. Et de ce qu'on voit, de ce qui ressort, il peut y avoir en fait un léger overhead, mais surtout au début, quoi, donc un léger surcoût. Mais en tout cas, on est très loin du doublage, hein, enfin du x2. Ça s'était jamais vu, jamais démontré. Donc on peut pas dire vraiment que ça met plus de temps, enfin que ça met beaucoup plus de temps de développer à deux ou à plusieurs une tâche. Il se peut que ça prenne un petit peu plus de temps, mais en fait, vous allez le voir, c'est pas le temps de complétion est pas la finalité. Et ce que les études ont mis en avant, c'est qu'en fait, plus on étudie sur la durée, plus on se rend compte que l'effet justement du temps en fait diminue, quoi. Parce que justement, on commence à s'habituer à cette technique-là et donc on devient un petit peu plus efficace. Donc les chiffres varient. Voilà, sur la première étude d'Alistair Cockburn notamment, il parlait de 15% plus longtemps comparé à quelqu'un qui était tout seul, quoi. Donc si on prend juste le temps, finalement, on se rend compte que c'est pas non plus, on est très très loin du x2, quoi. Et le temps de compléter une tâche, alors ça, c'est forcément pas, c'est pas toujours évident parce que là, si on prend par exemple, donc ça, c'est une étude, c'est en 2008, je crois, c'était un sondage à Microsoft auprès de de nombreuses personnes, je crois plusieurs dizaines de personnes qui pratiquaient le pair programming. Et donc là, les auteurs essayaient de mettre en avant les gains, les avantages du pair programming, comment les gens le vivaient, quoi. Et donc en fait c'est intéressant là, cette citation parce qu'il y a ce chiffre de 37% de participants qui se disent que finalement ça met plus de temps à faire le même travail que tout seul, quoi. Alors on est aussi à une époque en 2008 où le pair programming, voilà, c'est aussi en train un peu de se démocratiser, mais gentiment, peut-être un petit peu moins qu'aujourd'hui. Et je pense que ces chiffres-là on doit être quand même assez prudent parce que finalement, dans le développement, comme tout travail d'ingénierie, c'est quand même compliqué de savoir combien de temps vraiment va prendre une tâche. On va pas rentrer dans les grands débats sur l'agilité, les estimations, etc. Mais savoir combien de temps va mettre une tâche, c'est compliqué d'en avoir un aperçu sans avoir mis les mains dedans et sans avoir vraiment commencé à travailler et se rendre compte vraiment du temps que ça va prendre, quoi. Donc après, avec le recul, on peut se dire, ouais, peut-être que tout ça, j'aurais mis le même temps, mais c'est quand même compliqué parce que voilà, on a quand même résolu le problème, on est allé au bout de la tâche. Bon, quelque part, on est un peu biaisé, donc c'est pas vraiment très objectif. Mais même si c'est vrai dans certains cas, le temps, c'est pas la seule mesure valable finalement. Finir une tâche, qu'est-ce que ça veut dire? Ce qui nous amène en fait à se poser la question du temps de complétion d'une tâche, mais aussi de cette question de productivité à l'instant T, mais aussi finalement de la productivité plus tard. Et ça nous amène donc à cette question technique, peut-être que vous avez déjà entendu cette terminologie. C'est une métaphore en gros qui fait référence à tous les choix qui ont été faits dans le passif d'un logiciel, donc depuis sa création jusqu'à présent, qui vont nécessiter en fait, qui nécessiteraient en gros un rework, un retravail pour permettre d'améliorer un petit peu ce qui a été fait et rendre les choses un peu plus propres, quoi. Donc en fait, c'est tous les choix passés qui vont impacter la maintenabilité de notre logiciel. Voilà, j'ai fait des choses il y a quelques mois, j'ai pris un raccourci, c'est pas très propre, ça marche, mais voilà, quand je vais vouloir repasser dessus, voilà, il va falloir que je consacre peut-être un jour ou deux de refactoring, quoi. Donc ça, c'est typiquement un exemple de dette technique. Et ça, même si c'est compliqué à mesurer, on a quelques études assez récentes, hein, notamment celle-ci dont est issu ce chart là sur la gauche, réalisé par Stripe en 2018, qui montre en haut qu'en moyenne, on a 42% du temps des développeurs. Donc ça, c'est une étude faite auprès de 2000 développeurs dans le monde. 42% de leur temps est consacré en fait à, à relire du code, à essayer de le comprendre et à éventuellement le retravailler un peu pour qu'ensuite ils puissent avancer sur leurs tâches, quoi. Donc finalement, même si je termine ma tâche seul en 2 heures et que à côté j'ai une paire de développeurs qui le font en 3 heures,
est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut regarder? Est-ce qu'il faudrait pas regarder aussi dans quelques semaines, dans quelques mois, quand quelqu'un va repasser dessus, combien de temps ça va lui prendre de rentrer dans mon code, quoi? Et c'est pour ça que la notion de productivité, elle est un peu délicate, elle fait pas toujours du sens. Il y a quelques études notamment qui démontrent ça, que finalement ce qui est intéressant, c'est de prendre en compte la totalité du temps de développement, donc finir la tâche, mais aussi euh, la tester. Donc soit effectivement, on a une méthodologie un peu en amont TDD qui permet de valider des premiers tests, mais généralement il y a quand même des phases de recettes manuelles automatiques qui vont être faites. Il va y avoir après le temps de corriger des bugs plus tard qui vont être remontés par l'utilisateur. Voilà. En fait, c'est un peu tout ça, quoi. Et vraiment de se dire, ce qui est intéressant, c'est de prendre en compte la tâche dans sa globalité maintenant et plus tard. Est-ce que plus tard, voilà, je vais avoir des problèmes pour faire évoluer mon code. Enfin, voilà. C'est pour ça que c'est un sujet en fait assez complexe. Il n'y a pas vraiment de réponse magique. Et de se dire finalement, voilà, peut-être que les 15% de plus qui sont pris par la paire, si je reprends l'étude d'Alistair Cockburn, peut-être que c'est ça qui va me permettre, dans quelques semaines, d'être plus efficace que quelqu'un qui sera tout seul. Voilà. Donc ça, c'est des choses sur la durée qui sont quand même assez compliquées à mesurer. Et justement, il y a ce phénomène qu'on appelle le pair gelling. Donc, ça fait référence. Donc, la traduction, je crois que c'est gelling, vous savez, c'est de la gelée, quoi, en gros. Et c'est de se dire, voilà, il y a un temps un peu de formation des pairs, quoi. Quand on ne travaille pas toujours en pair programming, c'est un exercice nouveau. Il faut s'y faire, il faut s'apprivoiser ça. Voilà, il faut arriver à trouver le rythme, à trouver la façon de travailler ensemble, à être efficace ensemble. Et ça se fait pas forcément, voilà, dès la première séance de pair programming. Ça peut prendre quelques semaines, voilà, que ce soit en pair ou en mob. Et justement, c'est ce qu'on parle, c'est ce qu'on explique, c'est ce qu'explique cette citation, notamment par l'overhead, en fait, le surcoût. C'est la phase un peu de bootstrap voilà, de la paire du groupe ensemble. Il va y avoir une phase d'apprentissage où, ok, on se chauffe un peu et à un moment donné, on va vraiment monter en puissance, quoi. Donc c'est ça qu'il faut regarder. C'est pour ça que finalement la question de la productivité, elle est vraiment compliquée parce qu'elle prend en compte différents critères et c'est quelque chose qui doit être, voilà, presque un peu mesuré dans la durée. Encore que c'est un sujet délicat, quoi. Ça, c'est les deux principaux sujets qui reviennent. Et après, en termes de qualité, donc je parlais de qualité de code en termes de, voilà, lisibilité, clarté, mais il y a quand même aussi la question des bugs. Est-ce que ça nous permet d'avoir moins de bugs? A priori, oui. De ce qu'on sait, si on est capable de mesurer, alors c'est toujours compliqué parce qu'en fait, on est en train de comparer des personnes différentes qui ont peut-être travaillé sur les mêmes tâches. Et on est en train de voir est-ce que plus tard, il y a eu des bugs qui ont été remontés ou pas, quoi. Bon, c'est un peu, voilà, un premier niveau d'aperçu. Mais en tout cas, le ressenti, beaucoup de ressenti. Alors quand je dis ressenti, forcément, même si on n'a pas le chiffre concret, ici on a quand même quelques chiffres. Hein, on a cette étude, justement, encore celle d'Alistair Cockburn qui montre qu'il y a une différence en termes de nombre de défauts à l'arrivée, de bugs. Il y a pas mal d'équipes aussi qui le voient, hein, que sur la durée, ils ont quand même une baisse du nombre de bugs remontés par les utilisateurs, quoi. Donc ça, effectivement, on peut quand même sans prendre trop de risques, se dire que le fait de travailler à plusieurs très tôt, ça permet voilà, d'identifier potentiellement des problèmes au plus tôt, d'imaginer différents cas possibles qu'on n'aurait pas vus tout seul. Et comme beaucoup de pratiques qui permettent de garantir que le code va être propre et bien conçu, ça nous permet de diminuer justement le risque de bug, quoi. Donc cette étude également, donc la deuxième confirme ça. C'est une étude donc en 2013 sur 17 développeurs dans une entreprise italienne, je crois. Et donc ils ont effectivement fait le constat à ce niveau-là aussi de la réduction du nombre de bugs. Alors, il y a d'autres effectivement avantages, hein, à ces méthodes-là. Il y en a une auquel on pense pas souvent, hein. C'est au niveau de l'attention, du focus. Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, c'est tout ce qui concerne la facilité que peuvent avoir des développeurs, des personnes à être déconcentrés ou à se faire distraire par d'autres activités, quoi. C'est pas quelque chose qu'on avait identifié forcément en amont et il y a pas mal d'études en fait qui ont parlé de ça, qui ont mentionné, donc on trouvait ça intéressant d'en dire quelques mots.
Alors, juste là sur une étude vraiment dédiée en 2012, hein, voilà, qui étudie justement l'attention des développeurs, l'impact du pair programming sur l'attention des développeurs. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais je trouvais ça intéressant d'en parler. Pour résumer, ils ont comparé des personnes qui travaillent seules et des personnes qui travaillent à deux. Et si on doit résumer ce qui en ressort, on passe plus de temps dans l'IDE, on passe moins de temps sur Outlook, on passe moins de temps sur d'autres onglets. On se fait moins souvent de switch entre différents outils, on est plus efficace à aller chercher de l'information. Voilà. Ça s'explique de manière assez simple. Voilà, quand on est deux, quelque part, l'autre est un garde-fou pour éviter qu'on se fasse distraire par voilà, nos mails, téléphones, autre chose, l'onglet Twitter, Facebook, ce genre de choses. Donc effectivement, ça amène peut-être une plus grande concentration aux deux personnes qui, quelque part, voilà, si on joue le jeu, parce que bien sûr, voilà, quand on travaille à deux, il faut pas qu'il y ait quelqu'un qui soit en train de scroller Twitter pendant que l'autre écrit le code. Ça, c'est un gros anti-pattern. Hein. On est tous les deux concentrés, on est focus. Ok, on se laisse pas distraire, sinon ça va créer de la frustration. Mais on se fait vraiment des sessions où on est focus, quoi. Voilà. Et ça, c'est intéressant. Ce que ça veut dire aussi, c'est que voilà, faut pas, ça amène une forme d'intensité quand même hein, pour les deux parce qu'on est concentré pendant un petit moment. Donc on n'est pas obligé de faire ça toute la journée. On peut timer, on peut s'accorder des pauses en même temps. Il faut souffler un peu. Mais en tout cas, c'est intéressant. Le fait d'être plusieurs et concentré, on se maintient les autres quelque part en forme de concentration. Il y a même une autre étude qui allait plus loin, hein, qui a carrément, là c'était récent, c'était il y a 3 ans, qui a étudié le cerveau avec des électroencéphalogrammes. Alors ça aussi, c'est quand même assez intéressant. Qui se rendait compte que quand on était plusieurs, enfin au moins à deux, les développeurs étaient un peu plus détendus et quelque part ils étaient plus relaxés, moins stressés par le fait de justement de rester concentrés quoi. Ils étaient plus imperméables aux distractions. Quand on est tout seul, on a cet effort supplémentaire à faire pour éviter je sais pas moi, d'être distrait par d'autres choses. Quand on est plusieurs, cet effet apparemment il est atténué. Voilà. Moi, je trouve ça intéressant. Donc qualité de code, productivité à moyen long terme, moins de défauts de code, on gagne de l'attention. On est pas mal déjà, c'est quand même une bonne raison de se lancer et de démarrer cette activité, cette méthode. Et bonne nouvelle, c'est pas tout à fait fini, on a encore deux derniers points à voir sur les gains. Au niveau du partage de connaissances, c'est quand même quelque chose qui revient souvent, à savoir que comme on travaille à plusieurs, c'est un excellent moyen d'apprendre des autres. Comme on réfléchit à des problèmes en live, on essaie de trouver des solutions en temps réel. On discute de problèmes, on discute de techniques, de façons de faire, et donc bah, forcément on apprend les autres. Quoi. Donc, chacun va amener une façon de faire, un regard. Donc cette notion d'apprentissage, ça fait partie immanquablement des avantages que peuvent amener ces méthodes de pair et de mob programming. C'est vraiment des ressentis qui ont été partagés vraiment par différentes études. Hein. Là, je vous montre même les plus récentes et les plus anciennes. La plus ancienne, même justement, si on sait encore celle d'Alistair Cockburn, il y avait quand même 84%, donc c'est une population, je crois, de 70 étudiants qui avaient le sentiment qu'ils avaient appris donc une technologie, là, ASP, plus vite et mieux parce qu'ils étaient en train de travailler à plusieurs, quoi. Ça fait sens en soi. Voilà, je pense que on n'est pas, c'est pas choquant. Voilà, a priori, ça semble presque naturel de se dire qu'à plusieurs, on apprend plus facilement les choses, quoi, parce qu'on se débloque, on se pose des questions, etc. Quoi. Donc c'est vraiment un bon exercice aussi pour partager de la connaissance. Et au-delà de ça, tout simplement en termes d'exercice d'équipe, de communication, ça a quand même une grosse plus-value. Déjà pour commencer, le pair programming, le mob programming, c'est un exercice quand même beaucoup de communication. Donc si vous faites des sessions de pair programming où il y a 2 minutes de blanc, personne parle, on n'en tire pas vraiment parti, quoi. Voilà, il faut que ça parle, il faut que ça vive. Voilà, on peut bien entendu laisser des blancs de 10-20 secondes le temps que la personne écrive, mais s'il n'y a pas d'échange verbal, on n'est pas en train de faire du pair programming, je suis en train de faire autre chose. Mais voilà. Et donc tout ça, le fait de pouvoir partager, le fait d'avoir des interactions sociales, forcément, ça favorise
le bien-être et la satisfaction des développeurs dans leur travail, dans leur milieu professionnel. Et ça, c'est des choses aussi qui remontent dans les différentes études qui parlent de ce sujet-là. Parce que le fait qu'on soit dans une équipe où il y a une bonne communication, on échange souvent, et en plus on a des échanges voilà, productifs sur le code avance, tout ça, ça fait que finalement ça dégage du positif, quoi. Donc cette notion aussi de motivation, de morale, de se dire, enfin, ouais, ce qu'on appelle le moral, c'est le fait qu'on se sent bien dans une équipe. Le fait de travailler à plusieurs, finalement, ça semble catalyser tout ça, quoi. Si c'est bien entendu, comme toute méthodologie, bah, il semblerait quand même que les personnes apprécient ce travail-là. Et justement, bah, ça renforce leur bien-être au quotidien. Donc c'est quand même plutôt positif à ce niveau-là. Et il y a aussi un point quand même qui est important, donc qui est lié aussi au partage de connaissances, c'est en termes de responsabilité collective. Le fait de travailler à plusieurs, ça permet d'éviter les silos. Donc un projet, vous avez 10 développeurs, chacun travaille sur un bout, vous avez 10 silos. Ça veut dire qu'en gros, il y a une personne qui est pas là, il y a un problème sur telle partie du code sur laquelle il travaille. Les 9 autres personnes vont se regarder pour se dire qui c'est qui va. Moi, j'y connais rien, ce qu'il a fait dans ce code, quoi. Le fait de travailler à plusieurs comme ça, de tourner, de faire des paires, du mob programming, on est amené à augmenter notre connaissance du code, donc à augmenter la propriété collective du code. Je vais voir des parties du code sur lesquelles je ne travaillais pas forcément avant de faire du pair programming. Voilà, donc j'ai une meilleure vision du code et les autres personnes dans l'équipe aussi. Donc, quelque part, on devient tous de plus en plus responsables du code dans sa globalité, quoi. Donc, quelque part, si demain on remonte un bug, ben, on est plusieurs à pouvoir travailler dessus. Il n'y a pas ce moment un peu gênant où en fait on sait tous que c'est telle personne qui a travaillé uniquement là-dessus, donc potentiellement ça a eu de le faire, quoi. Et ça, de se dire que la responsabilité est plus partagée, plus diffusée au sein de l'équipe, bah, ça fait moins de stress, quoi, pour les personnes. Et donc moins de stress, bah, c'est aussi derrière un impact sur la motivation, le moral au quotidien, quoi. Donc ça, c'est vraiment un sujet aussi important. Casser les silos et augmenter la connaissance globale du code dans un projet. Donc pour conclure cette partie bilan, ça je vous montre un extrait d'une étude justement chez Microsoft, donc c'est la même que tout à l'heure. Donc c'est un sondage, donc comment dire, c'est des pourcentages de réponses sur les avantages du pair programming, qu'est-ce que les participants y voient. Donc ça c'était en 2008, hein, donc ce qui remonte beaucoup. Donc ça c'est de la perception, hein. Bah, ça reste quand même avant tout fewer bugs, hein, donc potentiellement ça amène moins de bugs, quoi, avant toute chose. Euh, donc ça, c'est quand même l'avantage numéro un. Et le deuxième qui ressort, bah, c'est celui dont je viens de parler, c'est la compréhension du code. Une meilleure vision de comment le code est construit, une meilleure couverture en fait du code dans sa globalité. Donc on va retrouver là-dedans finalement des avantages liés à la qualité du code qu'on écrive, au fait qu'il y ait moins également de bugs et de problèmes potentiels, qu'il soit mieux conçu et aussi bah, qu'on puisse apprendre des autres, quoi. Donc ça aussi, le côté interaction, communication revient assez souvent. Donc ça, voilà, je rappelle voilà, que qualité, moins de bugs, partage, satisfaction, bien-être, focus, attention. Voilà, c'est des choses qu'on a su démontrer avec le pair programming. En lisant ces études, ça nous menait aussi à d'autres points qui remontaient sur la mise en œuvre. Il y en a deux, trois qui nous paraissent intéressants de partager parce que c'est peut-être des choses que que vous vivez au quotidien ou vous avez eu l'occasion de rencontrer. Le premier point, c'est sur la constitution des pairs, donc des personnes qui vont travailler ensemble, notamment sur la différence qu'il peut y avoir entre le niveau d'expérience de deux personnes, quoi. Il peut y avoir typiquement un schéma où on a une personne plus expérimentée, l'autre moins expérimentée. Ça arrive assez souvent et c'est une bonne façon de faire, hein, ce genre de pair programming. De toute façon, on fait des rotations souvent, hein, donc voilà, on est amené à tourner. Mais il y a quand même des choses à garder en tête quand on a des schémas comme ça et peut-être des écarts importants entre guillemets d'expérience entre deux personnes. C'est qu'on sait que bah, voilà, quand on a une personne qui est un peu plus junior, elle peut
elle peut parfois se mettre en retrait naturellement et devenir passif. Devenir passif, ça veut dire je vais pas communiquer, je vais moins participer. Et en gros, là, je suis spectateur, mais en gros, j'apprends rien, je comprends pas ce qui se passe. Je suis un peu un touriste. Donc concrètement, enfin, cette méthode-là, elle apporte rien, quoi. Je ferais mieux de faire autre chose. Donc c'est vraiment un sujet à jamais négliger. Et je dirais même que c'est la responsabilité des deux personnes euh, de régler cette problématique-là. Donc, à la fois à la personne la plus expérimentée de se rendre compte, de percevoir que la personne plus junior a des difficultés à suivre, un petit peu de mal à comprendre ce qui se passe. Auquel cas, on se calme, on se pose, on explique les choses, voilà, pour être sûr que la personne quand même comprend ce qu'on fait, on prend le temps de réexpliquer, on fait des schémas s'il faut, enfin voilà. Dans tous les cas, on arrête ce qu'on est en train de faire parce que là, finalement, c'est pas vraiment productif. Et à l'inverse, même si c'est pas évident, la personne qui est plus junior, elle doit aussi en fait être capable de dire simplement stop, arrête, là, je comprends pas ce qui se passe, quoi. Voilà. Si on veut vraiment exploiter les mécanismes du pair programming, il faut quand même rentrer dans cette logique-là. Si la communication qui doit être permanente, elle n'est pas efficace, il se passe rien. Bon, voilà, je suis pas convaincu que ça amène grand-chose, quoi. Et à l'inverse, donc là je parlais de la position junior, il y a la position plus de la personne un peu plus expérimentée. Et ça justement, on en parle, ils en parlent dans une étude donc ça c'est une étude récente sur le mob programming, en fait qui raconte qu'ils avaient le cas d'un développeur chez eux qui était arrivé, qui avait gagné en expérience et qui faisait pas mal de mentoring, de formation des jeunes développeurs. Et petit à petit, en fait, il en faisait tellement qu'il a commencé un peu à se lasser et à carrément quitter l'équipe. Et qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il se rendait compte qu'il faisait beaucoup de mentorat, ce qui fait partie de ses missions, mais qu'il n'avait pas beaucoup de temps pour lui pour progresser, apprendre des choses, quoi. Donc c'est pour ça que l'équilibre sur la constitution des pairs et sur le fait que chacun, aussi expérimenté soit-il ou pas, puisse avoir du temps aussi pour soi, c'est quand même quelque chose d'important qui est ressorti de plusieurs études, quoi. Voilà. Donc ça, c'est aussi quelque chose à prendre en compte. L'équilibre entre j'apprends et j'enseigne quelque part, je transmets. De manière générale, ce qu'on sait aussi, c'est que le pair programming, comme toute méthode, elle ne doit pas être forcée, elle ne doit pas être imposée. C'est quand même quelque chose, c'est une pratique où chaque équipe de développeurs doit être convaincue que ça va lui apporter quelque chose et doit le déclencher quand elle sent que ça va être pertinent, que ça peut apporter une plus-value, quoi. Donc, programmer des sessions avec deux personnes qui ne sont pas dans l'humeur du moment, je ne suis pas convaincu que ça apporte grand-chose. C'est pas une méthode pour régler des conflits. S'il y a des personnes qui ont du mal à travailler ensemble déjà, leur faire du pair programming, faut pas s'attendre à ce que ça règle les conflits, les problèmes, hein. Au mieux, ça va les mettre en lumière, mais voilà, c'est tout. Faudra peut-être traiter le problème en amont. Et ça, c'est quelque chose qui ressort aussi souvent notamment sur mob programming. Voilà, faut pas que les gens se forcent à rester si jamais, je sais pas, pour X raison, ils sont pas forcément d'humeur aujourd'hui ou ils préfèrent travailler seul. Même si c'est important de travailler à plusieurs, il faut que tout le monde soit là dans une attitude où on va contribuer, on veut participer. Dès lors qu'il y a des gens qui sont passifs, qui sont pas en fait, ça amène rien, donc vaut mieux arrêter ou alors dire aux gens, écoutez, si c'est juste temporaire, pas de problème, tu reviendras plus tard quand tu te sentiras mieux, quoi. Donc faut jamais voilà, forcer les gens à rester, quoi. Je suis pas convaincu que ça amène grand-chose. Il y a le côté humain de chaque personne. Il y a des personnes voilà, qui ont naturellement peut-être plus de difficultés à travailler en groupe avec d'autres personnes, à communiquer. Et ça aussi, il faut le prendre en compte. Il y a notamment voilà, sur cette étude-là qui parle justement des personnes qui peuvent se sentir exclues, comment dire, des personnes qui jouent pas de jeu, voilà, qui n'ont pas l'esprit d'équipe. Euh, que ce soit vrai ou pas, il faut toujours se dire que de toute manière, si on met les gens un peu de côté, ils vont se sentir isolés et voilà, ça va amener des problématiques, quoi.
Donc, c'est des problématiques peut-être à traiter en amont, de se dire, voilà, pourquoi est-ce que la personne ne veut pas participer, est-ce qu'elle n'est pas à l'aise. Voilà. Mais en tout cas, c'est toujours garder quand même un œil sur comment chaque personne vit le sujet. Et de manière générale, c'est hyper important de toujours avoir, toujours avoir du feedback sur ça, sur ce qu'on est en train de faire. Débriefer régulièrement sur nos sessions de pair programming, de mob programming, comment tu l'as vécu, qu'est-ce que tu en as pensé, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Ça, c'est indispensable, c'est la seule façon je dirais, d'optimiser, d'adapter cette méthode à notre contexte. Et donc, c'est ce genre de choses qui peut permettre, voilà, d'essayer d'améliorer, d'optimiser, de réarranger les choses pour faire en sorte que ça marche bien, quoi. Les personnes aussi vont, surtout au début, quand on n'a pas l'habitude, vont pas forcément se sentir très à l'aise. Il y a pas mal de, ça c'est mentionné aussi par une autre étude, imaginez, vous êtes un junior, vous arrivez dans une équipe, c'est votre premier travail, il y a 10 développeurs autour de vous, on vous passe le clavier en session de mob programming, vous pouvez vous sentir un peu stressé, un peu observé, un peu jugé, quoi. Et c'est vrai que c'est pas forcément évident. Alors après, ça vient un peu avec l'exercice, mais après, encore une fois, ça vient. Tout ça, je dirais que c'est la dynamique d'équipe. Le fait que dans une équipe, tout le monde ait confiance pour parler de problèmes, etc., tout ce qu'on appelle la sécurité psychologique, ça, c'est tout ça, en fait, qui favorise que ce genre de sessions vont bien se passer. Donc ça aussi, voilà, faut le prendre en compte. C'est un travail, voilà, de réassurance. Donc, faut toujours être dans une attitude où on est agréable, on est bienveillant, on est gratifiant, et voilà, un peu comme la revue de code finalement, hein, on en avait parlé lors d'un précédent webinaire. C'est quand même des prérequis importants en termes de savoir-être, quoi, pour travailler efficacement en équipe. Dernier point aussi sur tout ce qui est comment on s'organise, à quelle fréquence on fait les choses, à quelle fréquence on fait des rotations, c'est quoi la taille pour faire du mob programming. Il n'y a pas vraiment de réponse unique. Sur le mob programming, il y en a qui disent nous, on fait en moyenne 4 à 6. C'est un chiffre qui revient souvent, 4 à 6, bizarrement. Bon, après, c'est aussi des tailles d'équipe aussi qu'on retrouve souvent de plus en plus aussi, hein. En fait, ouais, souvent, ce qui ressort, c'est qu'il n'y a pas forcément de taille idéale. Ce qu'il faut, c'est avoir des gens présents qui soient opérationnels, qui soient motivés pour participer, quoi, et qui ont envie d'être acteurs, quoi. C'est essentiellement ça. Et puis ensuite, à l'usage, on voit quelle est la taille, quelle est la taille qui fonctionne bien, quoi. Alors des fois, quand on travaille sur une tâche, on peut faire des sessions de pair programming pendant 2-3 heures, mais la tâche n'est pas finie. Donc on peut switcher de pair. Voilà, quelqu'un vient prendre le relais pour continuer à avancer. Il peut y avoir toujours une personne qui reste un peu en lead sur la tâche. Ça aussi, c'est pareil, il faut le faire en bonne intelligence, c'est-à-dire si la tâche, elle prend, il reste 1 heure ou 2, et on a dit qu'on faisait des sessions de 4 heures, ça fait 4 heures, il reste 1 heure ou 2 à faire. Est-ce que c'est vraiment pertinent de faire intervenir quelqu'un juste pour terminer la tâche? Pas forcément. Voilà. En fait, ce qu'on sait, c'est que le pair programming, ça va être pertinent dans les tâches aussi qui demandent un peu de réflexion, un peu de complexité. On travaille sur des nouveaux frameworks, ce genre de choses. Tout ce qui est tâches un peu triviales, simple, fixer un bug rapidement, ce genre de choses, c'est pas prouvé que ça apporte une plus-value, quoi. Donc voilà, faut pas se forcer à le faire. Il faut faire attention aussi à ce phénomène de contexte switching, quoi, qui consiste à des développeurs de passer d'une tâche à une autre, etc. Donc si on le fait trop souvent, ça demande quand même un travail d'adaptation, quoi. C'est quelque chose qui est moins fréquent en mob programming. Il y a même une entreprise aux États-Unis qui travaille 7 heures par jour en mob programming. Ils ont 1 heure le matin pour eux dans leur coin, et après ils sont tous ensemble chaque semaine, tout le long de l'année. Ils fonctionnent que comme ça. C'est sûr qu'en termes de focus et de contexte switching, là, on est quand même pas mal, quoi. Bon, je sais pas s'il y a beaucoup d'équipes qui fonctionnent comme ça, mais cette entreprise est souvent citée justement sur ces sujets. Donc il n'y a pas de règle d'or sur la taille. Je dirais qu'il faut l'adapter encore une fois à son contexte, quoi. Voilà, pour conclure en fait sur le pair mob programming, c'est une pratique, comme on disait, il y a pas mal de gens qui sont pas encore convaincus. C'est compliqué aussi à démontrer.
en 2007, voilà, il y avait même cette étude là qui disait, en fait, on a l'impression que ça amène du positif, mais on ne sait pas trop l'expliquer pourquoi. Alors peut-être qu'on s'y prend mal, qu'on n'a pas encore la bonne approche, et sûrement que depuis on a fait des progrès, mais c'est intéressant de se dire en 2007, ça arrive, ça a l'air mieux. Pourquoi? On ne sait pas vraiment, parce que c'est pas évident tout simplement à mesurer. Mais le ressenti, en tout cas, de pas mal après coup, après plusieurs mois, plusieurs années en fait de mise en pratique, voilà, c'est qu'on a quand même globalement des équipes qui vont bien. On est en capacité de délivrer souvent, plus souvent. Donc il y a quand même pas mal d'un montage, voilà, qui remonte, mais tout projet est unique, chaque équipe est unique, et comme tout travail, voilà, d'ingénierie, c'est compliqué de généraliser une méthode et de dire voilà, tel format ça va marcher dans tel endroit, quoi. Donc il y a certainement des équipes d'entreprises qui ont mis en œuvre ces méthodologies-là, et ça s'est pas forcément bien passé. Il y a eu quelques ratés, ça c'est possible. Néanmoins, voilà, c'est quand même quelque chose d'important à garder en tête, quoi. Toujours se dire, c'est pas parce que ça a marché chez les autres que ça marchera forcément chez moi, quoi. Donc voilà, ça c'est une petite vision à date, qu'est-ce qu'on sait du pair programming, du mob programming. Juste encore un petit point issu d'une étude. Alors je vous ai mentionné ici peut-être que bon depuis le Covid vous avez appris à travailler à distance. Je vous donne ici quelques pointeurs vers des outils qui permettent de travailler directement dans l'IDE à distance, donc avec le curseur où on en est, etc. C'est des outils assez récents, donc c'est sûrement lié aussi au fait que le travail à distance s'est un peu démocratisé ces dernières années. Notamment VS Code, enfin Visual Studio Live Share qu'on utilise d'ailleurs chez Promise, finalement il n'est pas si vieux que ça. Et il y en a quelques-uns qui sont arrivés cette année, enfin notamment en 2020. Vous devinerez facilement pourquoi. Et c'est intéressant, je voulais juste aussi mentionner cette étude en 2007 qui mettait en avant que lorsqu'on fait du pair programming, qu'on n'est pas forcément côte à côte, mais qu'on voit ce que regarde la personne, donc là ils avaient mis tout un système, etc., de focus sur les yeux pour montrer à l'écran là où était le regard de l'autre personne. En fait, ça a apporté plus de communication, plus de collaboration, parce qu'on voit ce que la personne regarde, on est en train de réfléchir un peu ensemble au même problème. Donc, je trouvais ça assez marrant comme étude. Donc, quand il y a ce regard partagé, donc ça, c'était en 2017, on sait que ça mène une plus-value. Et du coup, c'est marrant de voir que tous les plugins que je vous ai mentionnés avant, finalement, ils sont basés aussi sur cette logique-là, quoi. Donc voilà voilà, je vous ai présenté un peu tous ces éléments-là sur le pair programming, mob programming. Il y a un dernier point, je vais juste prendre 2-3 minutes pour montrer un peu en quoi aussi le pair programming ou plutôt comment le pair programming peut permettre de définir ensemble ces bonnes pratiques et comment est-ce qu'on peut s'appuyer sur un outil comme Promise pour partager en équipe ces bonnes pratiques. Et pour ça, donc, rien de plus simple. Je vous montre quelques cas d'usage qu'on peut proposer en fait avec Promise. Typiquement, là, imaginez, je suis en session de pair programming avec quelqu'un, donc j'ai quelqu'un à côté de moi. Et donc, en fait, en quoi va m'aider le plugin Promise? Le plugin Promise, il va être là pour nous permettre d'avoir à disposition tout notre ensemble de bonnes pratiques qu'on a définies en équipe. Et il va être là aussi pour nous permettre de pouvoir capturer des bouts de code qui permettent d'illustrer l'application, la mise en œuvre de bonnes pratiques. Voilà, donc typiquement, je vais me retrouver ici. Donc là, je suis sur un code Angular. Et je ne sais pas enfin s'il y a des personnes ici qui travaillent avec AngularJS, c'est pas forcément une bonne façon de faire, d'utiliser des mécanismes asynchrones dans les on-init. Donc là, j'ai des mécanismes assez simples dans Promise qui me permettent de sélectionner ce bout de code et de l'envoyer directement à mon outil Promise qui est juste là derrière. Hop. Et l'idée après de la plateforme Promise, c'est de pouvoir ensuite en discuter en équipe et de se construire en fait notre référentiel, quoi. Voilà. Je vais pas forcément m'étaler parce qu'il est déjà 13h20 et j'ai un petit peu débordé. Mais ce que je voulais juste vous montrer, c'est que c'est intéressant quand on est en équipe d'avoir en fait accès à un référentiel commun de bonnes pratiques. Et finalement, notre plateforme Promise est vraiment dédiée à ça.
avec des systèmes d'ateliers collaboratifs qu'on appelle des ateliers craft, qui ont pour vocation, si vous voulez, à échanger ensemble à un moment donné dans la semaine, via des rétrospectives souvent qui vont durer une petite heure, sur nos bonnes pratiques pour essayer de consolider justement notre référentiel, quoi. Et ça, c'est des choses qu'on peut alimenter au quotidien via ces plugins IDE, en étant capable de capturer du code, de le corriger, de montrer que c'est une correction de ce qu'on a mis en avant juste avant. Donc voilà, et d'avoir accès directement à de bonnes pratiques au quotidien. Donc là, ouais, typiquement, si je prends notre exemple, là, vous voyez ici, je suis sur un code serveur, je vois qu'il y a ici une requête qui est envoyée avec une URL en dur. Ça me parle, ça me fait dire qu'on avait défini une bonne pratique sur ça il n'y a pas très longtemps. Et donc là, ici, grâce à mon plugin Promise, en fait, je me rends compte qu'on avait défini effectivement une bonne pratique qui dit qu'il faut éviter d'avoir des variables d'environnement en dur, qu'il faudrait plutôt préférer soit mettre en variable d'environnement, soit dans les fichiers de configuration, ces éléments-là, quoi. Donc là, typiquement, grâce au plugin Promise, je vais pouvoir corriger ça et le partager aussi à mon équipe, histoire vraiment d'avoir une base commune et claire pour tout le monde, quoi. Hop, bah écoutez, j'ai terminé ma présentation. Je vais revenir, bougez pas, hop, sur mon Livestorm. Tac, 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 tac. Je vais reprendre. Bah maintenant, du coup, moi j'ai un petit peu de temps. En tout cas, merci à tous et à toutes pour votre participation, votre écoute. Voilà, moi j'ai pas de contraintes. Je vais reprendre maintenant les questions qui ont été posées. Alors, est-ce mieux de laisser le plus de temps aux développeurs, le moins expérimentant en tant que driver? Est-ce mieux d'avoir une répartition du temps égale pour tout le monde? Ça, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Je pense que, en fait, il n'y a pas forcément encore une fois, de réponse universelle. Je pense que c'est intéressant de tester les deux, tester différentes approches. On peut imaginer au début avoir un temps à peu près égal pour tout le monde, et assez rapidement, vous verrez, et ça, c'est un phénomène aussi qui a été mentionné dans une étude, que les développeurs juniors, ils ont la volonté de vouloir faire les choses plus souvent par eux-mêmes, pour quelque part pour se rassurer. Il y a des développeurs juniors qui disaient, ben, en fait, ça me dérange pas de faire programming, mais j'aimerais quand même m'assurer que tout seul, je suis capable de le faire, quoi. Bon, pourquoi pas. Donc, voilà, ça malheureusement, je peux pas dire de réponse précise. Je pense qu'il faut évaluer, quoi. Est-ce que la personne junior, elle trouve qu'elle n'a pas suffisamment de temps? Est-ce que l'expérimentée, elle a du temps aussi pour elle? Je dirais que c'est un curseur, en fait, c'est un curseur à trouver, quoi, surtout. Le pair programming, mob programming, est-ce qu'on peut l'appliquer via des coding dojo? Je dirais même que c'est plutôt bien de commencer par là. Pour en avoir fait quelques-uns, je trouve que c'est une bonne manière de s'acclimater et de travailler en équipement sur le pair programming. Ça permet déjà, voilà, tout simplement vraiment d'expérimenter sur un cas qui n'est pas forcément notre code. On peut faire quelques séances effectivement de coding dojo en travaillant en mob programming ou en pair programming. Je pense que c'est une bonne façon de se faire la main, ouais, complètement. Est-ce que pour optimiser le pair programming, des développeurs dans la même spécialité ou alors des provenients de domaines différents? Alors ça, ce qui est marrant, c'est que dans plusieurs études, ils ont remonté que c'était intéressant d'avoir des profils qui sont assez hétérogènes, que ce soit en termes de compétences techniques, de background, d'expérience, mais aussi de personnalité. Alors ça, c'est un sujet aussi intéressant. Ils ont mesuré la personnalité en fonction de est-ce que la personne est plutôt introvertie, expressive, ce genre de choses. Donc il y a pas mal d'études là-dessus. En fait, si on varie un peu les profils, c'est pas mal. Si on met des personnes qui sont un peu des clones, bon, ça va marcher, mais en fait, on se rend compte sans forcément pouvoir l'expliquer. Je ne saurais pas vous le dire en tout cas précisément qu'avoir des diversités de profils, c'est pas mal. Et justement, des personnes qui font pas que du front, que du back, c'est bien de mélanger un peu parce qu'il y a parfois quelqu'un qui connaît mieux le front que le back. Et c'est une bonne façon, encore une fois, de casser les silos et de s'approprier un peu ce qui se passe dans le code, quoi. C'est une des meilleures façons de monter en compétence sur des parties du code qu'on maîtrise moins. Donc ça répond voilà, à une autre question sur est-ce qu'il faut, en fait, c'est pas il faut pas. Je pense qu'il faut encore une fois un peu tester les rotations, les paires qu'on constitue.
moi, je vous donne des choses qui sont des éléments plus de retour d'expérience pratique, où on voit que la diversité, l'hétérogénéité, ça amène quand même du positif. La différence entre l'extreme programming et le pair programming, alors en fait, l'extreme programming, donc c'est une méthodologie agile qui, alors c'est un peu une méthodologie type pardon, comme Scrum, hein, qui a aussi une méthodologie agile. Extreme Programming, c'est une autre méthodologie agile qui est un peu plus sur le côté pratique, sur le côté technique que Scrum, qui est un peu plus orienté gestion de projet finalement. Et donc, Extreme Programming vient avec 12 ou 13 bonnes pratiques, dont la revue de code, dont le pair programming. Voilà, donc je dirais que le pair programming a été mis en avant, propulsé par l'extreme programming, qui est une approche un peu plus globale en termes de méthodologie. Est-ce qu'il y a un temps recommandé sur la durée du pair programming? Une session trop longue ne risque pas de créer un effet de groupe et inciter à la distraction. Alors sur la durée, pareil, c'est une thématique qui revenait quand même assez souvent. Voilà, savoir c'est quoi la bonne durée. Bon, je dirais que la bonne durée, c'est la durée où vous avez tout le monde, tous les participants qui sont focus et que vous avez l'impression d'avancer et que personne n'est passif, que personne n'est distrait. Donc peut-être pour commencer, vous pouvez faire des sessions, je dirais de 45 minutes. Donc au sein des 45 minutes, avoir des rotations fréquentes, peut-être toutes les 5, 10, 15 minutes au niveau du clavier. Après, vous prendre une petite pause et boire un café, un verre d'eau, ce que vous voulez, 5 minutes, ce genre de choses, et puis ensuite recommencer. Voilà, vraiment, je dirais que dans les études, ils parlent de tout. Comme je vous l'ai dit, il y a des équipes qui font ça toute la journée. J'ai pas de vérité, enfin de généralité en fait à proposer. Il y a que à l'usage où vous vous rendez compte vraiment à quel moment ça devient, bah, ça sert à rien de continuer quoi. Est-ce qu'on a constaté un effet du pair programming sur l'application, la création des bonnes pratiques, mauvaises pratiques? Alors ça, oui, bah effectivement, parce que alors sur l'application, bah, comme je l'ai dit, quand on développe à plusieurs, on a une revue de code quelque part en temps réel. Et donc on a des personnes qui regardent notre code et donc ça permet de mettre en avant plus rapidement s'il y a des bonnes pratiques qui n'ont pas forcément été suivies. Et donc des choses voilà qu'on peut signaler avec nos plugins justement IDE. Et au niveau de la création, bah, c'est pareil parce qu'en fait, à la différence quand on est tout seul, c'est qu'on verbalise beaucoup de choses. Donc on explique nos choix d'implémentation, on explique comment on va faire les choses, on explique comment on l'écrit. Et souvent, en fait, on est amené à dire, bah, en fait, je fais comme ça parce que c'est une bonne pratique, ou à l'inverse, je fais pas comme ça parce que, etc. Donc, en fait, indirectement, à plusieurs, on verbalise différentes bonnes pratiques. Et donc, c'est intéressant justement de capturer ces moments-là, de capitaliser sur tout ça et de profiter justement pour l'ancrer durablement dans un référentiel partagé, quoi. Euh, tac, il y avait une question aussi alors, sur les tatata. Ah non, je sais que j'ai changé l'ordre. Tac, tac, tac. Bah écoute, alors je crois que dans l'onglet questions, j'ai pas d'autres. Je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Je refais une dernière passe. Ok. Alors voilà, je vois qu'il y a beaucoup de choses dans le chat. J'espère que j'en ai pas raté. Oui, il y a d'autres discussions là, apparemment, sur d'autres sujets. Merci, ouais, merci. Il y a les fiches à remplir apparemment, ouais, soyez vigilants sur ça. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui utilisent des outils justement pour travailler à distance. Donc j'ai mentionné Visual Studio Liveshare, GitDuck. Il y en a d'autres. Hein. J'ai pas fait tout le tour, ça vous trouverez rapidement. Mais si vous avez des outils à partager que vous avez testé, qui marchaient bien, ou voilà, vous avez un petit des conseils à donner, pas hésiter à partager. Il y en a peut-être eu qui sont passés quelque part dans le chat, mais ça, vous avez sûrement eu une meilleure vision de moi. J'avoue que je ne l'ai pas trop regardé pendant la présentation. Ouais, pas mal de live share apparemment, effectivement. Ouais, bah, nous, on l'a testé et quand même, ça marche comme plutôt pas mal. Et c'est vrai que c'est intéressant d'avoir le focus. Il y a Teletype, oui, avec Atom, ouais, il y en a quasiment pour tous les IDE.
Effectivement, il y avait celui Atom. Ah, pardon, il y a des petits bugs qui peuvent arriver dans certains, chez certains avec VS Code. Bah, c'est un produit quand même qui devient un peu mature, mais bon, je suis pas surpris. C'est un produit qui bouge beaucoup. L'IDE est mis à jour régulièrement. C'est pas interdit qu'il y ait des petits soucis de temps en temps, quoi. Bon, bah écoutez, est-ce qu'on a d'autres choses, pair programming? Oui, le Pomodoro, c'est pas mal. Ouais, c'est vrai que je l'ai pas mentionné, ça revient souvent. Donc, l'idée de la technique du Pomodoro, c'est de timer des sessions pour changer soit le clavier ou navigateur, ou soit tout simplement de timer la session de pair programming et se laisser 10 minutes de pause, ce genre de choses, quoi. Ça permet de cadrer un petit peu. Donc, effectivement, c'est pas mal. Partage d'écran, pourquoi pas, ouais, si vous vous sentez plus à l'aise, tant mieux. Ça veut dire que vous avez trouvé une bonne façon de travailler ensemble. Bah écoutez, est-ce que moi je reste encore, enfin voilà, je ferme pas l'événement, je vais attendre une petite minute s'il y a des dernières questions. Bah, en tout cas, je vous remercie pour votre participation à tous et à toutes. J'espère que vous avez trouvé le sujet intéressant et que si vous avez des gens autour de vous qui estiment que faire du pair programming ou du mob programming, c'est pas bien, faut pas faire, etc., parce que ça fait perdre du temps, bah écoutez, j'espère que ça permettra de peut-être vous donner quelques arguments de discussion et de faire un travail de long terme d'évangélisation auprès de ces personnes-là. Voilà. Ou en tout cas, je pense que la meilleure façon, comme toute méthodologie, c'est de mettre ça en œuvre. C'est la meilleure façon de se rendre compte du résultat et des gains que ça peut avoir, quoi. Eh bien, merci à vous. Merci, Julien. Content que ça t'ait plu. Merci tout le monde. Est-ce qu'on recrute? on peut, euh, on peut en parler directement. Je suis sur LinkedIn ou par mail si tu veux. Tu trouveras. On peut rester en contact. Merci Alice, à toi aussi avec plaisir. Bon bah allez, je vais clôturer l'événement. Nanana. Je pratiquais déjà sans savoir ce que ça s'appelait. Bah voilà, comme quoi. C'est bien aussi, hein, quelque part. Hein. Vaut mieux le mettre en œuvre et l'appliquer. Après, mettre un nom dessus, c'est autre chose. Bon, bah, bonne journée tout le monde. Et puis, bah, écoute, à très bientôt, certainement pour un prochain webinar. On vous enverra si on organise ça, peut-être pour en mars. On est en train de travailler sur la thématique voilà, qu'on aimerait aborder. En tout cas, n'hésitez pas aussi sur notre chaîne YouTube Promise. On a nos différents webinars qu'on a pu produire récemment, notamment sur tous les sujets autour du software craftsmanship ou de la revue de code. Voilà, d'autres webinars qui ont pu être donnés soit par d'autres personnes de l'équipe ou par moi, mais en tout cas, voilà, c'est du contenu qu'on ne peut que vous recommander. Eh bien, écoutez, bonne journée à tout le monde, à très bientôt. Merci encore pour votre présence.